Tout d'abord, merci à l'équipe de la Villa Arsan de nous accueillir, puis merci Jacques et voilà, il y a toute l'équipe de la semaine de la Pop Philo de m'avoir réinvité. C'est toujours un plaisir. Alors pour tous les autres qui ne me connaissent pas, parce que je ne suis pas du tout connue, je m'appelle Leslie William, alors je suis en thèse d'histoire des sciences à Paris 1 et mon sujet de thèse est super parce qu'il porte sur la magie au 19e. Et parallèlement à ces études, en fait, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser très modestement mais plusieurs films courts de fiction et de documentaires. Et voilà, c'est pourquoi j'avais envie de vous parler d'un sujet qui allie à la fois deux de mes passions, qui sont le cinéma et la magie. Alors, il y a beaucoup d'études sur les liens entre magie et cinéma. Et des trucages de Méliès aux effets spéciaux actuels et la reproduction d'effets magiques pour grand écran a connu bien des évolutions techniques. Mais comme tu le disais, Jacques, en introduction, c'est vrai que la magie, ce n'est pas seulement, ce n'est pas qu'une suite d'illusions visuelles, c'est aussi une discipline à part entière et un monde finalement qui possède une culture, une histoire propre, et c'est ça qui m'intéresse. Donc dans cette intervention, je vais prendre quelques épisodes de l'histoire de la magie, des épisodes qui ont été mis en scène au cinéma, et ensemble on va essayer de démêler le vrai du faux, si je puis dire, et de voir quels sont les événements avérés ou plausibles, et ceux qui ont été fantasmés ou extrapolés par les scénaristes dans les films. Pour le choix des films, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de films sur la prestidigitation. Alors je vais m'appuyer sur 3 d'entre eux en particulier. L'Illusionniste de Neiberger, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est de 2007. Hugo Cabret de Scorsese, c'est sorti en 2011, et Magic in the Moonlight, plus récent, de Woody Allen, sorti en 2014. Alors vous en faites pas si vous les avez pas vus, j'explique un petit peu, et je ne vous gâcherai pas les films malgré tout. Alors déjà quand je parle de magie, je fais référence à la prestidigitation, parce qu'on parlait effectivement tout à l'heure très rapidement des mots merveilleux, fantastiques, surnaturel, etc. Alors moi je m'intéresse à la magie en tant que magie de spectacle, la magie qu'on voit au théâtre. Donc c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot prestidigitation, mais après on pourrait débattre pendant des heures sur ce qu'on met derrière cette notion-là. Donc on va pas le faire maintenant. Mais voilà, ce qui m'intéresse c'est la magie au théâtre, parce qu'en fait au 18e et 19e la magie arrive dans les théâtres. Et depuis le 18e, en fait, ce qui fascine les gens finalement c'est l'aspect expérimental des sciences. Et les démonstrations de physique amusante, si vous avez déjà entendu l'expression, ces expériences connaissent un énorme succès. Et il existe à cette époque 2 types de démonstrateurs, c'est-à-dire le premier type, c'est ceux qui exercent dans les institutions officielles, comme Charles, je ne sais pas si vous connaissez, et ceux qui s'autoproclament hommes de science, ça c'est une autre catégorie. Et ces gens-là cheminent de ville en ville, de foire en foire. Et c'est vrai que pour cette catégorie-là, la distinction entre démonstration didactique et démonstration spectaculaire, la distinction elle est très très mince, voire complètement inexistante. Donc les expériences de physique qui sont présentées, y compris dans les cours publics, finalement relèvent davantage du spectacle que de l'enseignement scientifique à proprement parler. Et au 19e, ce goût pour le spectaculaire est toujours présent. Et il cohabite encore davantage avec l'envie d'apprendre et d'instruire en s'amusant. En 1889, là je vous ai mis la couverture de ce que nous on appelle rapidement les tomes-titres, mais c'est des petits livres sur la physique amusante pour le grand public. Donc Tom Titt écrivait en préface de cet ouvrage-là, enfin l'un de ses ouvrages, je vous cite, « Puisse ce recueil réaliser le double but que nous nous sommes proposés, distraire, instruire ». Donc c'est clair. En fait, le Second Empire vit une industrialisation qu'il faut accompagner et expliquer. Et donc le public est fasciné par les merveilles de la science. Pareil, on pourrait discuter pendant des heures de ce concept-là, de merveille. Mais c'est le terme avec lequel on communique beaucoup dans la presse de l'époque. Et la vulgarisation scientifique est vraiment à son apogée à ce moment-là. Donc au 19e, les prestidigitateurs ont des programmes de spectacle dont les tours sont généralement liés plus ou moins implicitement aux connaissances scientifiques, techniques et puis même philosophiques de l'époque. Alors, en effet, si on regarde les programmes, par exemple, quand on étudie les programmes de spectacle ou les affiches ou les publicités, dans les journaux, etc., on constate qu'il n'est pas rare que ces magiciens présentent dans leur spectacle des expériences de physique amusantes
ces expériences qui sont, par ailleurs, souvent agrémentées de numéros de manipulation, en plus, avec la plupart du temps une démonstration d'un ou plusieurs automates. Et certains magiciens présentent également des numéros d'animaux savants ou des projections de fantasmagorie. Enfin voilà, c'est une trame qui est respectée et après vous choisissez les modules. Et donc, à part la manipulation pure, tous ces tours sont liés plus ou moins implicitement donc, aux connaissances scientifiques du 19e. Et que ce soit dans la magie de rue, dans les foires ou dans les cabinets de physique, ou même sur les scènes permanentes des théâtres, les performances mélangent du coup de la manipulation, les trucages et la science populaire dans le but principal est de divertir, pas qu'instruire. Mais bon, je vais nuancer. Donc le plus célèbre des magiciens de la période, c'est, à mon avis, Jean-Eugène Robert-Houdin, dont beaucoup de gens ont entendu parler et confondent souvent avec Houdini, c'est deux personnages différents. Robert-Houdin, c'est lui. C'était un clerc de notaire qui, après, a fait une formation d'horloger, parce que son père était horloger. Et il est devenu magicien par la suite. Et en fait, il voulait initialement créer un cabinet de curiosité pour creuser d'abord ses centres d'intérêt personnels, tout en instruisant donc ses contemporains. Et puis finalement, possédé par on va dire, la passion de la mécanique et puis du spectacle aussi, et il a abandonné l'idée du cabinet de curiosité et puis il a finalement ouvert un théâtre. Donc ce magicien, il est également connu pour la perfection de ses travaux horlogers, ce que je vous ai dit, il a une formation d'horlogerie, mais ce n'est pas n'importe quel horloger, c'est un très très grand horloger. Et donc ses réalisations les plus célèbres, c'est en particulier ces pendules mystérieuses. Donc comme vous pouvez le constater, les pendules sont complètement transparentes et les aiguilles tournent, mais en fait on ne voit pas le mécanisme, donc c'est assez magique. Je vous montre le plan, pour ceux qui savent lire les plans, comme ça vous avez l'explication. Bon, dans les spectacles de Robert-Houdin, ce qui est intéressant, c'est que l'adresse et le savoir alternent. Et donc le prestidigitateur présente des tours d'adresse et de manipulation, mais aussi des tours qui font appel à l'électricité ou au magnétisme, par exemple. Et au 19e, la magie se sédentarise, si on peut dire. C'est-à-dire que les représentations ont surtout lieu dans les théâtres. C'est l'âge du machinisme, c'est Nansouty qui utilise cette expression. Et la scène et la machinerie théâtrale permettent en fait la mise en scène et la mise en place de nouveaux effets. Donc c'est le début des grandes illusions et notamment des lévitations. Et dans les spectacles de magie, on ne doit pas voir l'artifice. Le but n'est pas que le spectateur apprécie la beauté du truc, comme dans les féeries ou même à l'opéra. Enfin, là, ce qui est important, c'est que le spectateur doit vivre que l'effet. C'est déjà énorme, mais voilà, c'est le but du spectacle de magie, c'est que le spectateur ne voit pas comment c'est fait, mais il faut qu'il vive pleinement l'effet. Alors, concernant les conditions de représentation, c'est vrai qu'on voit de plus en plus loin, parce que les salles sont de plus en plus grandes. Donc, c'est-à-dire que les dimensions physiques des théâtres permettent aussi de réadapter des effets de salon à la scène. Et puis, il y a des avantages aussi au fait de se retrouver dans un théâtre, en particulier le fait que toutes les conditions de travail sont contrôlables. Pour un magicien, c'est important. Et en particulier le fait que l'espace de la scène est bien défini, donc le spectateur sait où regarder, et l'éclairage est modulable. Donc là aussi, c'est important. Donc si je vous parle de tout ceci, c'est que le film par lequel je voulais commencer, c'est L'Illusionniste, qui fait explicitement référence à Robert-Houdin. C'est très librement inspiré d'une nouvelle, en fait, ce film au départ, et ça raconte l'histoire d'un magicien qui se déroule donc à la fin du 19e, donc comme Robert-Houdin, mais à Vienne. Donc c'est pas le bon pays, mais tous les tours qui sont présentés en fait sont des clins d'œil autour de Robert-Houdin. Alors je vais vous montrer. Alors déjà, même sur l'affiche, vous pouvez constater que le magicien, qui s'appelle Eisenheim dans le film, présente ses spectacles en habit de soirée, comme Robert-Houdin. Il n'a pas, je sais pas, un spectacle de scène, un costume de scène, vous voyez, du genre robe avec des étoiles ou un chapeau pointu. Voilà, il est vraiment en habit de soirée. Et Robert-Houdin faisait pareil. Et la scène de Robert-Houdin, son décor, c'était un salon bourgeois. Il reproduisait un salon, mais sur scène. Et donc, Eisenheim, dans le film, est invité en fait, par le prince de Vienne à se produire lors d'un spectacle privé à la cour. Donc, encore une fois, Robert-Houdin, lui aussi, s'est produit devant des têtes couronnées. C'était courant à l'époque que les grands prestigitateurs aillent faire des tournées dans les cours royales ou impériales. Donc Robert-Houdin s'est produit devant pas mal de têtes couronnées, dont la reine Victoria. Et lors de cette soirée, donc dans le film, je reviens au film, Eisenheim présente une variante d'un tour que présentait aussi Robert-Houdin,
qui s'appelle le tour du coffre lourd ou léger. Alors il décrit ce tour dans ses mémoires, et en fait ça fonctionne grâce à l'électromagnétisme, et en fait selon la position des aimants, si vous voulez, vous pouviez ou non soulever la caisse. Donc ce qui est amusant, c'était de faire venir un homme costaud sur scène qui ne pouvait pas soulever la caisse, ensuite faire venir un enfant qui arrivait très bien à soulever le coffre. Donc ça c'était le tour. Et dans le film, c'est l'image que vous avez derrière là, en fait il ne s'agit pas d'un coffre mais d'une épée, un peu comme dans la légende du roi Arthur, voilà, tout le monde connaît cette histoire où seule une personne digne d'Excalibur pouvait extraire l'épée du socle. Donc dans le film, Eisenheim invite des spectateurs à venir essayer de décoller l'épée, décoller l'épée du sol. Mais c'est le même principe, c'est une référence directe à Robert Houdin. Et ce qui est encore plus intéressant dans ce film, c'est la reconstitution de l'effet du tour de l'oranger merveilleux. Alors, je dis bien l'effet du tour et pas le tour. En fait, le magicien empruntait un foulard à une spectatrice. Souvent, les foulards étaient brodés, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de duplicata, c'était vraiment le foulard de la spectatrice. Et il plaçait le foulard de la spectatrice dans une boîte, et la spectatrice gardait la boîte sur les genoux. Et pendant ce temps-là, le magicien revenait sur scène, il montrait une graine, où il y avait plusieurs présentations, mais en général, il ouvrait une orange, il prenait un pépin d'orange, et il mettait ça dans le pot, et l'oranger poussait à vue. Et le rapport avec le foulard, c'est que à ce moment-là, le magicien demandait à la spectatrice de rouvrir la boîte, le foulard avait disparu, et il réapparaissait au-dessus de l'oranger, tenu par 2 papillons. Voilà. Donc ça, c'est l'effet qui a été reconstitué dans le film. Là. Donc à droite, vous avez la gravure du tour, avec vraiment Robert Houdin et son fils, et à gauche, vous avez le film. Donc dans ce film, le tour n'a pas été réalisé avec un automate, parce qu'en fait, ça fonctionnait avec un automate. L'oranger était un automate. C'est pour ça que ça pouvait pousser à vue. Donc dans le film, ça a été réalisé grâce à des effets spéciaux numériques, évidemment. Contrairement aux séquences de manipulation du film, qui elles n'utilisent pas du tout de trucage cinématographique, et Edward Norton a vraiment travaillé les gestes de magie. Mais voilà, l'effet vraiment de l'oranger merveilleux a été reconstitué de manière numérique. Et même si dans l'histoire, on fait croire que, comme dans la vraie vie, j'allais dire, l'oranger est supposé être un automate. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que les effets sont parfois réalisés autrement, enfin au cinéma, j'entends, mais c'est pour que la perception, en fait, des effets ressemble à celle vécue par les spectateurs de l'époque. Alors, comment savoir ce que ressentaient les spectateurs à l'époque ? Ça paraît impossible, mais en fait, il suffit de se référer aux descriptions et aux réactions dans la presse. Il y a beaucoup de comptes rendus de spectacles, ou même dans les mémoires de magiciens, en fait, qui souvent racontent aussi les réactions du public. Donc, voilà, c'était pas une fantaisie du réalisateur, et oui, les tours ne sont pas toujours faits à l'ancienne au cinéma, mais les effets spéciaux du cinéma aident, et c'est pour mieux retranscrire l'illusion, finalement. Ce qui marcherait probablement moins bien si on avait filmé en gros plan un oranger automate par exemple. Ça marchait moins bien. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que Robert Houdin, le vrai donc, agrémente tous ses spectacles de démonstration d'automates, des vrais ou des faux. Et les automates, il les a lui-même construits, puisqu'il je vous ai dit, c'est un très bon horloger. Donc, parmi les automates, on vient de voir l'oranger merveilleux, mais il y avait aussi l'automate dessinateur ou le petit pâtissier du Palais Royal. Voilà, pendant la séance de questions, je pourrais vous raconter ce qu'ils font tous, il y en a plein. Mais ces automates, avant tout, ce sont des témoins finalement de la maîtrise technique de ceux qui les fabriquent. Et on peut aussi voir, je pense, dans ces merveilleuses pièces mécaniques, parce que c'est des pièces vraiment très compliquées, je pense, un aspect prométhéen, une façon de donner l'illusion de recréer la vie. Le magicien, finalement, a une maîtrise parfaite de la nature au point de savoir la reproduire et la recréer. Et Robert Houdin présentait en réalité de faux automates sur scène, à part l'oranger, mais sinon c'était en général de faux automates, et il réservait ces vrais automates à la sphère privée, parce que finalement c'était des objets qui étaient très fins et ça marchait pas bien sur une scène. Donc dans la sphère privée, c'était dans un contexte de salon en fait, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en parallèle des spectacles qui sont présentés au théâtre, il y a aussi une magie qui est plutôt bourgeoise, donc une magie de salon,
dans laquelle on présente des tours de proximité, donc ça veut dire moins d'1 mètre, ou des tours de salon. Quand on dit tour de salon en magie, c'est-à-dire que le spectateur il y a 3-4 mètres. Donc évidemment, vous ne présentez pas la même chose que sur une scène où le public peut être à plusieurs dizaines de mètres. Et les thèmes des automates, et plus généralement de l'horlogerie, finalement c'est le point de départ du récit de Hugo Cabret, l'autre film dont je voulais vous parler, qui est une adaptation cinématographique d'un roman pour enfants à la base. Donc l'invention d'Hugo Cabret de Brian Selznick. Alors l'histoire, la trame narrative est très très simple, hein, ça se passe à Paris et Hugo est un garçon qui a une douzaine d'années je dirais, et il vit avec son père qui est veuf et voilà, qui est vraiment dévoué à son fils et qui est horloger. Et donc il transmet son métier de l'horlogerie à son fils, et à côté de ça il travaille comme gardien de musée. Et ils vont souvent au cinéma ensemble, et ils vont voir les films de Méliès. Et en fait, quand le père d'Hugo meurt dans un incendie au musée, Hugo est pris en charge par un oncle complètement alcoolique qui est lui aussi horloger et qui remonte les horloges de la gare Montparnasse. Donc voilà, c'est une famille d'horlogers, et en fait c'est important parce que pendant tout le film, Hugo va poursuivre un projet qu'il avait commencé avec son père, qui était de réparer un automate cassé, qui est en fait un homme mécanique qui a été créé pour écrire. Et pour cela, il a besoin de pièces qui volent dans un magasin de jouets de la gare. Enfin bon. Et l'automate d'Hugo, en fait, c'est un automate, ce qu'on appelle un automate Android, donc voilà, en forme d'être humain. Et l'apparence de cet automate-là, dans le film, a été inspirée en fait d'un automate d'Henri Maillardet que l'auteur a probablement vu à Chicago. Mais il s'inspire aussi des automates écrivains. C'est vraiment un type d'automate, voilà, comme les automates des Jacques Hédreau qu'on peut voir à Neuchâtel. Donc ces automates-là, bon pareil, on pourra en parler vraiment pendant des heures, mais ce sont de très très belles pièces d'horlogerie. Là je parle d'automates du 19e, mais il y a aussi donc, des automates du 18e, comme les Jacques Hédreau, c'est 18e. C'est le siècle de Vaucanson aussi, enfin, vous avez probablement entendu parler de ce nom-là. Voilà, donc Robert Houdin, il est vraiment dans cette lignée de grands horlogers qui font des automates, et lui aussi fabrique des automates. Et en tant qu'horloger hors pair, il en restaure en plus, et il ne restaure pas n'importe quelle pièce. Par exemple, la joueuse de tympanon au musée des Arts et Métiers à Paris a été restaurée par Robert Houdin. Il a aussi fabriqué un faux automate qui s'appelle le joueur d'échecs, qui a été repris dans une pièce après au théâtre. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un fabricant d'automates et aussi un restaurateur d'automates. Et donc le point de départ de Hugo, c'est avant tout une anecdote intéressante, historiquement je veux dire. C'est-à-dire que Méliès, qui était avant tout un magicien, j'en parlerai après, avait acquis les automates de Robert Houdin, donc du vrai Robert Houdin. Il avait acheté ces automates, et comme bon, il a eu des problèmes avec ses films, il a fini par être ruiné, et donc il avait déposé en attendant ces automates aux Arts et Métiers, vraiment au musée. Donc ils n'étaient pas exposés, mais ils étaient dans les réserves. Et bon, le problème, c'est que au moment où il avait voulu les récupérer, le musée lui a appris qu'en fait, il y avait eu un problème, et qu'une poutre du grenier se serait effondrée comme par hasard sur tous les automates, et donc Méliès n'a pas pu récupérer ces automates. Après, il a retrouvé des pièces dans des collections privées un peu partout dans le monde, c'était magique. Mais bon, quand les descendants ont essayé de résoudre voilà, ce mystère-là, le musée est formel, juste il n'y a jamais eu de traces. Ces automates n'auraient même jamais été déposés. Enfin, bref. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du livre, Brian Selznick, en fait, il s'est demandé ce qui se serait passé si un petit garçon avait découvert par hasard l'un de ces automates dans les décombres du grenier. Après tout le reste du livre, donc ça c'est le point de départ, mais qui part d'un fait historique. Après tout le reste du livre, c'est la pure fiction, mais il y a malgré tout des références un peu partout, et finalement tout le livre rend hommage à Méliès. Donc quand on connaît l'histoire de Méliès et qu'on a lu des biographies, etc., on retrouve énormément d'éléments qui sont dans le livre et puis après dans le film de Scorsese. Donc l'automate du film est un automate écrivain et aussi un automate dessinateur. Et donc il ne dessine pas n'importe quel dessin. Il dessine donc une image très très connue du voyage dans la Lune de Méliès. Et donc ça fait, c'est une référence que l'on retrouve évidemment dans le film de Scorsese. Et à la fin, on se rend compte en fait que tout le livre a été écrit et dessiné par l'automate. Donc là, vous avez la main de l'automate dans le film qui dessine. C'est une sorte de mise en abîme. Et Scorsese, en fait, allie le potentiel du livre, l'invention de Hugo Cabret, à l'admiration qu'il a pour Méliès. Donc, je vais vous lire une citation que j'ai trouvée dans
une interview qu'il donnait. Il disait « En tant que cinéaste, j'ai le sentiment que l'on doit tout à Georges Méliès. Et quand je revois ses premiers films, je suis émue. Ils m'inspirent parce que 100 ans après leur création, ils font toujours naître ce frisson lié à l'innovation et à la découverte. Méliès a exploré et inventé la plus grande partie des techniques que nous utilisons aujourd'hui. Tout était déjà dans le travail de ce précurseur. » Et c'est vrai que les quelques éléments de la vie de Georges Méliès qui sont mis en scène dans le film sont exacts, sauf bien sûr la rencontre avec le jeune garçon qui n'a pas existé. Et le maître du cinéma primitif s'est intéressé à la projection d'images animées dès la première démonstration des Frères Lumière. Et il a racheté en parallèle le théâtre Robert Houdin, donc le fameux théâtre de Robert Houdin, et il y pratiquait son art, parce qu'en fait Méliès au départ est vraiment magicien professionnel, c'est pas un amateur, c'est son métier. Et il utilisait pour certains tours d'ailleurs lui aussi des automates qu'il fabriquait lui-même. Donc Méliès, c'est une partie un peu moins connue de sa vie, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une énorme culture magique et qui est vraiment magicien professionnel. Donc là, vous avez par exemple une référence à la suspension éthérienne, pareil, c'est un tour de Robert Houdin, c'est une lévitation. Donc certaines scènes du film de Scorsese reprennent des extraits comme ça de tours, et comme tout le monde le sait, Scorsese est aussi un énorme admirateur de l'histoire du cinéma et voilà, il y a une culture phénoménale. Il a en plus disséminé tout au long du film des références à plein de classiques du cinéma, et en particulier celle-là que j'aime bien, qui monte là-dessus, où on voit Harold Lloyd donc, qui s'accroche aux aiguilles de la pendule d'un building. Et plus tard dans le film, il y a Hugo qui fait la même chose. Donc dans tout le film, en fait, il y a des références comme ça visuelles vraiment à des classiques. Alors, amuser le public, c'est le but du magicien. Mais certains vont plus loin en faisant croire, finalement, à une pseudo-domestication de la nature. C'est-à-dire qu'ils persuadent le public qui sont dotés de pouvoirs surnaturels. Donc, on parlait tout à l'heure de pouvoirs de super-héros avec des capacités extraordinaires, voire surnaturelles. Il y a des magiciens aussi qui prennent ce parti-là, c'est-à-dire de faire croire aux gens qu'ils ont des pouvoirs surnaturels. Donc là, c'est plus du tout la même intention. Par exemple, toutes les expériences de magnétisme dès le 18e, Mesmer était le chef de file de ce courant-là, ça a toujours du succès au 19e, ça fonctionne très bien. Et en fait, le principe, c'est que dans les séances de magnétisme, les artistes choisissent généralement d'abord des mots qui ont une consonance scientifique, ils appellent ça par exemple des tours de catalepsie partielle ou somnambulisme magnétique, Et en fait, ils sous-entendent qu'ils exercent une activité compliquée qui est réservée à des gens initiés. Et donc les performeurs sont présentés comme des gens extraordinaires qui ont des dons multiples. Alors le problème quand on fait de l'histoire, c'est que quand on regarde les sources et que du coup on lit les comptes rendus de spectacle, c'est difficile d'avoir du recul parce que dans les comptes rendus de spectacle, les journalistes eux-mêmes sont victimes de la mise en scène. Alors, par exemple, j'ai retrouvé un article où le journaliste écrivait vous criez à l'escamotage du tout, c'est du prodige. Et, l'escamotage, ça veut dire qu'il y a un truc. Et le prodige, en fait, ça ne s'explique pas. C'est ça la différence. En fait, c'est que l'escamotage s'explique. Donc même si le spectateur ne connaît pas le fonctionnement du tour, donc le truc, il sait qu'il est face à une illusion et que le magicien s'amuse à le tromper. Mais le prodige, comme ça ne s'explique pas, c'est pas rationnel, ça relève du miracle. Et donc là, dans cet exemple-là, le journaliste se fait avoir et pense qu'il a devant les yeux un miracle. Alors, pour les savants, c'est un peu compliqué parce que la recherche de la vérité, c'est un véritable sacerdoce et les sociétés savantes veulent être une barrière toujours opposée au charlatanisme dans tous les genres. C'est Condorcet qui disait ça à l'Académie. Et au XVIIIe, les conflits entre l'Académie et les supposés charlatans, il y en avait beaucoup. Et les savants du XIXe, en fait, poursuivent le combat contre la démystification et ils dénoncent les imposteurs et la crédulité du public. Alors si on prend le cas de Robertson, par exemple, Robertson, donc ça c'est sa tombe qui opère la chaise. En fait, Robertson, en 1798, il ouvre un théâtre de fantasmagorie dans lequel il produit des scènes d'épouvante grâce à une lanterne magique. Alors la lanterne magique, ça existe depuis des siècles, mais lui, il a amélioré le système en créant des sortes de zooms, il rajoute des effets de fumée, etc. Il y a de la musique, c'est assez glauque. En plus, ça se passe dans une cave. Et donc la deuxième partie du spectacle, après, c'est composé d'expériences d'électricité, de démonstrations d'automates.
Et quelque part, c'est un spectacle de précipitation tout à fait classique. Mais voilà, le problème, c'est que Robertson n'hésite pas à mêler le divertissement, la science et l'occultisme aussi. Et donc il améliore la lanterne et il esthétise le spectacle, ce que je vous disais par exemple avec l'ajout de l'usage de la fumée, mais il en profite aussi pour se présenter en maître du galvanisme et il prétend qu'il est capable de remettre en mouvement des corps sans vie. Donc là, ça donne une autre ambiance dans la salle. Et en plus de ça, Robertson, c'est un vrai magicien. Il maîtrise l'illusion à la perfection pendant tout son spectacle, et en plus de ça, il joue avec tous ses fantascopes. Alors, comme Mesmer et puis bien d'autres avant lui, Robertson forcément finit par être accusé de charlatanisme. Et bon, sa réputation est très controversée, il a un procès, enfin bon. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec ce genre de magicien-là, c'est qu'il est complètement double. À la fois, c'est un magicien qui fait des tours de magie, de manipulation, avec des trucs, si je puis dire. Et à côté de ça, dans le discours, il peut aussi prétendre qu'il a des pouvoirs surnaturels. Donc c'est pas aussi net que Robert Houdin, par exemple. Alors dans la deuxième partie de l'illusionniste, Eisenheim, justement, ne fait plus de tours de Robert Houdin, mais fait justement des tours comme ceux de Robertson et ses collègues. Il décide en fait de se lancer dans un tout autre type de spectacle, et le grand truc, c'est faire apparaître des spectres sur scène. Donc là, vous avez pareil, alors c'est un effet numérique, pour le coup, parce que c'est très dur à filmer, les images de projection, c'est compliqué à filmer. Donc là, numériquement, vous avez ce qu'on appelle le fantôme de Pepper, qui est un tour classique. En fait, c'est une reconstitution des fantômes de Pepper, donc ça, c'est l'explication. Donc en fait, vous aviez l'acteur en dessous, et grâce à un miroir, c'était reprojeté devant. Donc ça donnait vraiment un aspect fantomatique. Et donc l'acteur là qui a l'épée pouvait vraiment faire semblant de se battre avec un fantôme qui était vraiment immatériel en fait. Mais les gens voyaient l'image, et c'était une projection. Donc c'est vrai que numériquement, après au cinéma, on ne s'est pas embêté, on n'a pas refait ça, on a utilisé les effets numériques. Et à un autre moment du film, il y a aussi un autre type de fantôme, et ça ressemble au tour du décapité parlant. Ça aussi, c'était un tour du 19e. C'est des tours très curieux qui viennent du monde forain, et ce sont des décapités vivants qui se multiplient. Donc là, c'est un mix entre les deux, en fait. Sur l'image, vous avez à la fois donc, le corps, la tête peut parler, mais en même temps, c'est un fantôme. C'est-à-dire que dans le film, on le voit passer la main à travers. Mais en fait, il y avait vraiment des tours de décapités parlants. Sauf que ce n'était pas des fantômes. Voilà. Donc c'est des tours qui se multiplient en fait au 19e. Et donc certains artistes présentent aussi des résurrections d'animaux, par exemple. En fait, ça rejoint l'idée dont je parlais tout à l'heure, qui est que le magicien, finalement, c'est un véritable dieu qui ose jouer avec la mort. Et pour ne pas se faire arrêter pour charlatanerie, dans le film, Eisenheim rend des comptes à la population pour justement pas être, comme Robertson, accusé de sciences occultes, etc. Donc il y a vraiment cette partie explicative dans le film où il est obligé de se justifier auprès du public, comme quoi il n'a pas de pouvoir paranormaux et qu'il ne peut pas discuter avec les morts. Quant au spiritisme, parce que c'est la même période, il est introduit aussi au théâtre par deux Américains qui sont les frères Ira et William Davenport. Et en fait, ces deux Américains se présentent comme des médiums. Alors, c'était vraiment un spectacle complet, mais le tour phare, qui ne présentait pas comme un tour, mais comme une expérience spirit, en fait, il se faisait enfermer dans une armoire, pieds et poings liés, avec plein d'instruments de musique. Et quand on refermait, les esprits, soi-disant, donnaient concert. Puis quand on rouvrait, évidemment, ils étaient toujours attachés. Et rien n'avait bougé. En fait, ce spectacle a pas mal de succès parce que le mouvement spirit et les séances privées se développent de plus en plus et les spectacles de spiritisme de scène sont très appréciés. Mais encore une fois, on ne fait pas l'armoire des frères Davenport dans un salon. Je veux dire, les conditions de représentation sont très importantes. Et d'autres performeurs qui sont soi-disant capables de communiquer avec l'au-delà ou de faire apparaître des êtres chers, pareil que c'est grâce à des projections spectrales surfumées,
Voilà. En fait, je parle bien ici des spectacles spirites et non pas des séances spirites de salon. C'est vraiment pas la même chose. Le spiritisme de scène présente vraiment des différences avec le spiritisme exercé dans les salons. En fait, dans tous ces spectacles, le surnaturel est complètement fabriqué, alors de deux manières différentes. Soit le magicien dit qu'il fait appel à des phénomènes surnaturels, alors qu'en fait il utilise des techniques pas connues ou mal connues du public, comme je sais pas, l'utilisation de l'électricité, l'électromagnétisme, les projections, etc. Soit il utilise de simples trucs, comme le spiritisme de scène, c'est-à-dire en fait des astuces de prestidigitateur. Mais dans le discours, c'est le discours qui est important, dans le discours, le magicien peut se présenter comme un détenteur de pouvoirs particuliers, comme celui de lire dans les pensées par exemple, ou comme un intermédiaire, un médium qui va faire le lien entre le monde physique et le monde des esprits. Alors, dans tous les cas, la crédulité du spectateur est primordiale. Et c'est justement ce combat contre l'abus de crédulité qui est traité dans le film de Woody Allen. Donc l'histoire, c'est en fait en 1928, je crois, Stanley Crawford, qui est donc un magicien qui est joué par Colin Firth. C'est un magicien, un illusionniste britannique, et il est mondialement célèbre, mais son nom de scène, c'est Wei Ling Su. Voilà. Et en fait, ce personnage est très intéressant parce qu'il est complètement rationaliste, il est matérialiste, et il s'emploie à démasquer les médiums. En fait, c'est un magicien qui est réputé pour chasser les spirites et autres magnétiseurs, qui, en fait, selon lui, sont tous des charlatans. Donc, l'histoire, c'est qu'en fait, il y a un de ses amis d'enfance qui est lui-même magicien, c'est important, qui l'appelle pour le faire venir sur la Côte d'Azur et démasquer Sophie Baker, qui est jouée par Emma Stone, et qui est en fait une Américaine qui se prétend médium. Donc, ça illustre exactement en fait ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si les spectacles de spiritisme ou la photographie spirite fonctionnent si bien à l'époque, c'est justement parce que le mouvement spirit est particulièrement efficace dans la sphère privée. Et ça va du fin 19e à la belle époque, quoi. Enfin, c'est vraiment des spectacles qui fonctionnent très bien. Et les médiums, en plus des spectacles, sont invités après à faire des séances privées dans les salons. Donc ce n'est pas un hasard si le scénario de Magic in the Moonlight met précisément en scène un magicien pour démystifier le médium. Ce qui est certain, c'est que les magiciens se placent plutôt du côté de la science que du côté des médiums et des séances spirites. Et les savants qui étudient la psychologie se sont déjà intéressés aux médiums et à tous ceux qui se disent capables de phénomènes paranormaux et surnaturels, mais ils ne les comparent pas aux magiciens, tout simplement parce que les magiciens eux-mêmes expliquent que finalement l'aspect surnaturel de certaines de leurs illusions est créé de toutes pièces de manière naturelle, c'est-à-dire en contrôlant pleinement leurs facultés, donc par la manipulation, la parole, le contrôle de l'attention, etc. Et il y a un article qui est très intéressant d'Alfred Binet, donc le fameux psychologue, qui en 1894 en fait, a publié un article sur la psychologie de la prestidigitation. Ça s'appelle vraiment comme ça, l'article « Psychologie de la prestidigitation ». Et il a invité dans son laboratoire 5 magiciens, dont Méliès. Et il espérait aboutir, en fait, en les invitant à une meilleure compréhension des procédés psychologiques qui permettent au public de se faire illusionner. Quant à Harry Houdini, donc, qui s'appelle Houdini parce que il fait lui-même rend hommage à Robert Houdin, donc le magicien du 19e, mais Houdini, c'est clairement 20e siècle. Donc il ne faut vraiment pas confondre les deux. Il a choisi son nom pour lui rendre hommage. Mais donc Harry Houdini aussi, donc il est très très connu, c'est le roi de l'évasion, en général c'est ce qu'on retient de lui, mais pareil, c'est un magicien qui a une carrière incroyable, et en fait, en parallèle de sa carrière, il a mené une véritable croisade anti-spirit. Ça, les gens le savent beaucoup moins, mais il a été assez virulent dans cette croisade-là, et ça a même ruiné son amitié avec Conan Doyle, qui lui était un fervent adepte du spiritualisme. Et ce qui est amusant aussi, c'est que Conan Doyle, même si c'était un grand adepte du spiritualisme, c'était aussi finalement le créateur d'un personnage de fiction vraiment très très rationnel, Sherlock Holmes. Donc pareil, il y a toujours cette dualité-là. Et Houdini faisait partie d'un comité de recherche qui s'appelle le Scientific American. Et en fait, c'était un journal qui proposait d'offrir $2500 à quiconque pourrait, sous contrôle, produire des phénomènes psychiques. Bon, puis personne n'a jamais reçu la récompense. Mais voilà, tout ça pour vous dire que, donc, pour revenir au film, face à la médium Sophie, le magicien anglais, donc Stanley Crawford, c'est normal finalement que ce soit un magicien qui soit mis face à cette médium.
Et alors juste une parenthèse, je vous ai dit qu'il s'appelait Stanley Crawford, mais en fait son nom de scène c'est Wei Ling Su dans le film. Et en fait c'est parce que à l'époque l'attrait pour l'exotisme prend une forme très particulière. On est en pleine période orientaliste. Mais enfin, dès le XVIIIe, les relations entre l'Occident et l'Empire ottoman s'étaient améliorées. Puis voilà, lecture des Mille et une nuits qui diffuse l'image d'une contrée enchantée, etc. Mais cette curiosité pour l'Orient, alors il faut comprendre par Orient une entité géographique un peu vague qui peut aller jusqu'à l'Extrême-Orient, d'où les Chinois et les Japonais en magie. Donc cette curiosité est renforcée par l'expédition d'Égypte de Bonaparte, un peu plus tard. Et ce qui fait qu'après on pouvait se retrouver avec des spectacles où on mélangeait un peu tout. Vous voyez par exemple un faux chinois qui est enfermé dans un sarcophage égyptien. Voilà. Mais ce qui est important en fait c'est l'effet exotique. Et donc cet attrait pour l'exotisme perdure jusqu'à la Belle Époque et le musical s'en est évidemment emparé, ce qui explique des noms et des décors de lieux comme par exemple l'Egyptian Hall de Londres qui est à Piccadilly, où vous voyez toute la façade est complètement égyptisante. Et à l'intérieur, on présentait que des spectacles de scène, pareil, qui étaient un peu dans cette ambiance avec des décors très orientalisants. Donc les faux chinois, c'est vraiment une mode. Et donc ça, c'est dans le film. C'est l'affiche de Wei Ling Su, donc Colin Firth. Mais en fait, c'est un clin d'œil à un magicien qui a vraiment existé, qui s'appelle Chung Ling Su, qui en fait est un magicien, alors ça ne se voit pas du tout, mais qui était un magicien américain, d'origine écossaise, voilà, qui s'appelait en fait William Campbell Robinson, donc aucun rapport, mais qui allait quand même, qui poussait le vice à vraiment se raser le haut du front, avoir les cheveux très longs, etc. Pour que même dans la vie on puisse le reconnaître comme ça dans la rue en tant que faux chinois. Donc bon, donc c'est tout un courant en fait. Donc ce qui est important avec le film de Woody Allen finalement, c'est que c'est un des films les plus cartésiens de Woody Allen, alors que c'est quand même un réalisateur qui peut faire dans le magique et le fantastique, comme dans La Rose pour Bucare par exemple, où on trouve que c'est normal que les personnages sortent de l'écran, ou dans Scoop, où il y a des allers-retours entre la scène justement avec un magicien, Slidey, et puis l'au-delà, on trouve ça normal. Mais dans ce film-là, qui parle vraiment de magie, finalement c'est un film cartésien de A à Z. Et bon voilà, qui mieux que Woody Allen pour rendre le fantastique logique. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans ce film-là, c'est-à-dire que finalement c'est un des films de Woody Allen qui parle le mieux de magie, alors qu'il n'y a aucune once de fantastique dedans. Donc vraiment pour conclure, mais rapidement, finalement le cinéma, évidemment c'est très lié à la magie pour diverses raisons, historiquement, psychologiquement, etc. Et en gros, on fabrique du faux. Le cinéma et la magie, c'est la même chose. On fabrique du faux pour créer une émotion réelle chez le spectateur. Donc ça, c'est intéressant. Mais le cinéma, c'est aussi un excellent moyen de reproduire les effets magiques, dans les règles ou pas. On a vu que ce soit par les effets numériques, les effets de montage, ou juste filmer en plan séquence des numéros de manipulation. Mais finalement, les films sur la magie qui sont les plus fidèles à l'histoire de la magie, ce sont des films, cartésiens en fait, c'est-à-dire qui ne font en tout cas pas appel au fantastique. Je veux dire, c'est pas Harry Potter, c'est pas Le Seigneur des Anneaux, ce ne sont pas du tout les films de fantasy. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi par exemple L'Illusionniste et pas Le Prestige. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Le Prestige, c'est un film qui part de manière, on va dire, assez cartésienne, et en fait le fantastique arrive après. Donc ça ne m'intéressait pas du tout de prendre un film comme ça, parce que finalement on ne parle pas de cet aspect cartésien de la magie. Donc pour conclure rapidement, si vraiment je devais résumer, en fait, pour parler de magie, au sens de prestidigitation, finalement la prestidigitation, ça produit des effets qui sont supposés naturels, mais qui sont en réalité fabriqués. Et donc l'artiste peut opter pour différents discours, ça j'en ai parlé, c'est-à-dire qu'il peut choisir de présenter un phénomène en lui donnant une explication naturelle, comme l'habileté du manipulateur ou l'existence d'un truc, mais il peut aussi choisir une explication pseudo-scientifique, c'est ce que fait Robert Houdin par exemple dans ses lévitations, où il explique que les corps sont en lévitation parce qu'ils reposent sur l'éther, bon c'est pas vrai du tout, mais ça justifie. Ou alors il y a carrément une explication surnaturelle, donc là c'est quand le magicien dit qu'il a des pouvoirs ou qu'il met en évidence un phénomène qui semble dépasser les lois de la nature. Donc
selon moi, enfin ça m'engage vraiment que moi, moi je pense que ce qui différencie les magiciens des médiums et des charlatans, parce que des fois les techniques sont les mêmes, finalement c'est la notion d'honnêteté. Parce que le prestidigitateur cherche certes à duper son public, mais c'est dans le but de le divertir. Pour le magicien, il n'y a pas de mystification, c'est seulement de l'illusion. Et à la fin du 18e et tout au long du 19e, le prestidigitateur, c'est vraiment celui qui comprend la nature, qui essaye de la maîtriser, qui la détourne, mais à des fins de spectacle, et qui veut donner l'illusion même de surpasser la nature. Mais encore une fois, c'est donner l'illusion. Donc voilà, il met la nature et sa représentation en scène, et il pousse l'illusion de la réalité en cherchant à obtenir une sorte de, pour reprendre les termes de super-héros ou surnaturel, de surréalité, c'est-à-dire qu'il crée une réalité qui a l'air plus réelle que le réel. Donc on se rend compte que voilà, les rapports du magicien à la nature nous amènent en fait peut-être à devoir repenser, ou tout simplement à penser, à la définition même de la prestidigitation, sur laquelle on n'est jamais d'accord. Parce qu'en fait, c'est pas si évident d'arrêter une définition précise de ce que c'est. Pour reprendre Binet, dont je parlais tout à l'heure, alors lui, il a proposé une définition que j'aime bien, qui est peut-être incomplète, mais il écrivait dans son fameux article: la prestidigitation est un art qui s'est donné un objectif bien particulier, celui de trouver et de développer les conditions qui permettent de nous induire en erreur et de nous tromper sur ce que nous croyons voir. Donc je pense que ça résume pas mal de choses. Alors après, il faudrait peut-être ajouter la notion d'intention du magicien en plus. Enfin bon, ce qui est important, c'est que finalement, Binet ne considère plus la magie comme un simple divertissement, mais vraiment comme un art complexe à part entière, et que voilà, c'est l'histoire en fait de cet art qu'on doit continuer d'explorer. Je sais pas quelle heure il est. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, je pourrais vraiment parler des heures de tous ces films. Non, mais je vais m'arrêter parce que j'espère qu'en fait ces films-là, parce que sans montrer d'extrait c'est pas simple, j'espère que ces films que je vous ai rapidement présentés vous auront donné envie de les voir, de les découvrir quand vous ne les connaissez pas ou de les revoir. Mais c'était surtout, je voulais essayer de montrer rapidement que vous me donnez un aperçu finalement de la réappropriation possible de l'histoire de la magie par le cinéma. Après, on pourrait en fait vraiment parler de chaque film pendant des heures, parce qu'ils sont assez complexes et complets, et au point de vue magie et au point de vue cinématographique. Et même si ce sont des films qui peuvent paraître des fois simples ou naïfs, et c'est ce qu'on a reproché au film d'Hugo Cabret, par exemple de Scorsese, en fait ça l'est qu'en apparence. Donc on pourrait vraiment parler de ces films très très longuement, mais sans les avoir vus avant, on les a pas forcément tous vus dans la salle, sans avoir vu tous les extraits, c'est un peu compliqué, donc je vais vraiment m'arrêter là. Mais si vous avez des questions par contre, ou même des suggestions, et on peut continuer l'échange, ça c'est possible, on peut faire ça comme ça. Voilà. Bon, je vous remercie, parce que... Bonsoir. On dit que le cinéma c'est le 7e art, et au sein des magiciens il y a une grande question, c'est est-ce que la magie est un art? Et les avis sont très partagés. Je veux savoir ce que vous en pensez personnellement. Est-ce que la magie est un art et pourquoi? Alors, déjà la réponse est oui, sans aucune objectivité par contre. Faisant de la magie moi-même, en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à faire cette thèse d'ailleurs. C'était pour mêler l'utile à l'agréable. Oui, moi je pense que la magie est un art, et je ne sais pas pourquoi vous dites que ça fait débat entre les magiciens, parce que tous les magiciens que je côtoie, ou les collectionneurs, etc., sont plutôt assez d'accord. C'est peut-être même la seule chose qui fait consensus. Donc je ne sais pas. Alors après, pourquoi c'est un art, c'est un peu compliqué à définir, parce que comme je disais tout à l'heure, déjà, on n'est pas tous d'accord, même les magiciens ne sont pas d'accord aujourd'hui sur ce qu'on met derrière le mot magie, et c'est compliqué des fois, trancher catégoriquement sur ce qui relève de la magie ou pas, enfin la magie au sens spectacle. Et ça, pour le coup, c'est pas du tout consensuel. Donc même si on n'est pas tous d'accord derrière le mot magie, on est tous d'accord sur le fait que ce truc un peu hybride
et qu'on ne sait pas trop définir est un art, mais après, il faudra encore discuter de ce qu'on met derrière le mot art. Disons que moi je pense que c'est un art parce que il y a juste 10 milliards de manières d'en faire. Et que mais c'est compliqué parce que c'est à la fois un média finalement, parce que ça nous permet de communiquer avec le public, et en même temps ça permet de susciter une émotion qui n'est pas forcément la même selon les gens évidemment, mais c'est justement ça fait entrer en ligne de compte tous les paramètres sensibles, que ce soit du côté du magicien ou du côté des spectateurs. Je pense que c'est ça qui est intéressant en fait, mais ça répond moyennement à la question, parce que c'est difficile de dire c'est un art parce que petit a, petit b, petit c. Mais c'est justement parce que c'est un mélange, un peu comme l'horlogerie finalement, c'est un mélange de techniques et en même temps il y a une histoire et une culture magique, il y a un patrimoine magique, il y a une sorte de corporation magique, il y a des réseaux. Et en même temps, voilà, on sait que ce sont des techniques qu'on utilise pour créer un effet. Et par l'effet, on implique des émotions. Mais après, voilà, on peut apprendre des techniques, mais on ne peut pas forcément apprendre à créer l'émotion. Et je pense que c'est justement toute la subtilité qui fait que c'est ce mélange où on ne peut pas toujours tout décrire, qui fait que la magie est aussi un art qui, en plus, évolue sans cesse. Comme la peinture, la musique ou autre. C'est-à-dire que je pense que toutes les études qui ont été faites en art en général, c'est-à-dire que ce soit en peinture, en musique, en sculpture, en n'importe quoi, en beaux-arts, c'est applicable à la magie en fait. Toutes les questions, vraiment toutes les problématiques, on peut vraiment les transposer à la magie. Donc peut-être que voilà, par comparaison, on pourrait dire que la magie est un art. Moi je le pense, en tout cas j'ai envie de le penser. Mais, sachant que la plupart des artistes, des autres là, apprécient et comprennent ce qu'ils font. Bah oui, c'est pour ça que... Ouais. Le plaisir, c'est de ne pas comprendre. Oui, ou pour un magicien même de comprendre, ou justement ou de lui-même ne pas comprendre. Non, mais je suis d'accord, mais c'est justement ça en fait, c'est ce que tu dis, c'est... Mais ça, c'est des questions qu'on pourrait appliquer à la peinture, par exemple, tu vois. C'est pour ça que je disais que tout ce qu'on dit par rapport aux autres arts, je pense, sont vraiment transposables sans modification à la magie, mais vraiment aucune. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais... Et encore une fois, c'est un point de vue vraiment personnel. Mais par contre, sur l'histoire de consensus, pour le coup, je pense qu'on est à peu près tous d'accord que... c'est de la magie, mais après, j'ai pas rencontré de magicien qui pense pas que c'est un art. C'est toi le magicien. Eh ben, il faut vraiment qu'on discute et on va se battre dehors. Vous êtes peut-être le premier que je rencontre alors, en 20 ans. En fait, souvent l'argument c'est comme en musique. Si on prend 100 musiciens, il va y avoir 3 qui composent leur propre musique. Alors qu'en peinture, reproduisent les tours qu'ils ont eues et peut-être 3-4% inventent vraiment leur tour ou expriment leur propre sensibilité. Mais c'est pas parce qu'on interprète un tour qu'on crée pas quelque chose. Il y a inventer une technique ou créer un effet, ça c'est une chose et ça correspond peut-être aux 3-4% de vos compositeurs. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, tous les musiciens qui jouent une pièce déjà écrite et qui donc ne l'ont pas composée ne sont pas forcément des artistes ? Je suis pas sûre, l'interprétation c'est vachement important, et en magie c'est pareil. Et je trouve que les magiciens qui ne font que reproduire des tours qui sont pas les leurs sont des mauvais magiciens. Parce que c'est pas ça la magie. La magie c'est même si on ne la crée pas, je veux dire, si on reprend des tours déjà faits, déjà créés par d'autres magiciens, il y a une énorme part d'interprétation. Pour moi c'est vraiment... en fait j'arrive pas à mettre les gens qui reproduisent... bêtement, j'allais dire, des tours qui ne sont pas les leurs, sans changer le texte, sans changer la mise en scène, sans rien changer, et qui du coup, ça veut dire que quelque part, c'est pas eux qui parlent. Pour moi,
soit ce ne sont pas des magiciens, soit ce sont de très très mauvais magiciens. Parce que l'interprétation est super importante. Alors après, ça ne se joue à pas grand-chose, hein, je dis ça, mais voilà, on fait j'en sais rien, on prend un tour de carte du Vivier, on refait le même. Vous n'êtes pas du Vivier, je ne suis pas du Vivier. Après, on va garder les mêmes techniques, les mêmes gestes, parce que tout est pensé en plus, donc il n'y a pas un geste inutile, donc on va garder la séquence de gestes, mais vous n'êtes pas Dominique Duvivier et je ne suis pas Dominique Duvivier, donc ça veut dire qu'il va falloir communiquer autrement et pas singer. En fait, je pense que ce qui est naturel, c'est quand... Et ce qui est gagné, et ça, c'est pas forcément de la haute voltige, hein, je dis ça, mais en fait, je pense que pour être un bon magicien, en dehors de la technique qui en fait est la base, c'est tout le travail qu'il y a après. C'est pour ça que je trouve que c'est un art, en fait, parce qu'il y a un énorme travail de réappropriation des tours. Juste reproduire bêtement un truc, c'est pas intéressant. Et surtout, personne va y croire. Hein. Enfin, on dira juste, qu'est-ce que vous êtes habile, vous avez fait sauter une carte. Mais ça, pour moi, c'est un échec. Si on me dit, qu'est-ce que vous êtes habile, ou qu'est-ce que vous êtes doué, ou qu'est-ce que... Je le prends très mal. C'est-à-dire que j'ai loupé un truc. Parce que si vous montrez que c'est la technique qui fait tout, c'est que c'est pas bon. Il faut pas la voir, la technique. C'est dans ce sens-là que je dis ça, en fait. En fait, je suis contre les magiciens. Il y a beaucoup de magiciens amateurs comme ça, mais qui pensent que faire un bon tour de magie, c'est maîtriser parfaitement la technique du tour. Mais ça, c'est pas le point d'arrivée, hein, c'est le point de départ. C'est la base de maîtriser parfaitement la technique du tour pour après aller en faire autre chose et se l'approprier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois, il y a débat. Mais c'est pour ça que tout dépend de ce qu'on entend par être un bon magicien ou pas. Mais pour moi, si on n'interprète pas, c'est pas bon. Mais ça veut pas dire qu'on interprète en changeant tout. Hein. On parlait de musique tout à l'heure. On prend une partition de classique. Bon, les notes vont être les mêmes. Mais ça change quand même, sinon effectivement on n'aurait pas de grands mélomanes qui ont 40 versions du même morceau. C'est pareil en magie, c'est vraiment la même chose. Donc c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est un art, justement, parce qu'il y a 40 000 paramètres qui font que vous allez avoir un impact sur les gens. Ça peut être modeste, hein, mais dans le principe, quoi. La maîtrise parfaite de la technique n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord. Mais c'est personnel. Bonsoir, c'est moi une question qui me demande de précision. Oui. Dans l'assemblée, vous avez énoncé le fait que Robert Houdin conserverait les vrais automates pour les séances privées et des faux automates pour les séances publiques. Ok, je vais préciser ça. En fait, il y a des... Alors, j'étais un peu vite là-dessus. En fait, Robert Houdin présentait des vrais et des faux automates sur scène. Par exemple, l'Horloger Merveilleux est un vrai automate. C'est-à-dire que ça marche, ça fonctionne grâce à un mécanisme et l'arbre pousse à vue parce qu'il y a des roues dentées qui font que ça monte. Voilà, ça c'est un vrai automate. C'est peut-être le seul vrai automate qui montrait sur scène. Le reste, c'est des faux automates. Par exemple, un faux automate, on a l'impression qu'il y a des mécanismes qui font fonctionner, mais pas du tout. Le petit pâtissier du Palais Royal, le principe de base, c'est faire croire que c'est une machine. Alors, il y avait une sorte de devanture, c'est peut-être grand comme ça, vous voyez, enfin, c'est devanture de boulangerie, pâtisserie, machin, avec un petit personnage qui est au fourneau. Et en fait, l'effet, c'était que le spectateur pouvait demander n'importe quel gâteau, et le bonhomme allait chercher le gâteau demandé. Bon, l'effet est génial, sauf que c'est impressionnant si c'est une machine qui fait ça. Mais non, il y avait un gamin qui était caché derrière. C'est un faux automate. Mais c'était présenté comme c'est un vrai automate. Vous voyez ce que je veux dire ? La différence. Voilà. Ou le joueur d'échecs qui jouait vraiment aux échecs. Alors, il y a eu des vrais automates joueurs d'échecs, mais quand on dit l'automate joueur d'échecs, c'est un faux. Alors, on montrait avant, c'est pas du tout Robert Houdin, le joueur d'échecs, mais on montrait avant le mécanisme, parce que oui, en plus il y avait un mécanisme dans le socle pour faire croire que c'était ce mécanisme qui actionnait les pièces. Pas du tout. C'était la façade. En fait, il y avait un cul-de-jatte à l'intérieur qui était très bon aux échecs et qui n'a jamais perdu. Voilà. Mais donc, c'est un faux automate aussi. Mais on fait croire que c'est un vrai. On montre avant le mécanisme en faisant croire que la machine va choisir les pièces. Et en même temps,
ça marche bien parce que pourquoi ? Parce qu'à côté de ça, vous avez les vrais automates comme les Jacques Hédro que j'ai montrés, qui écrivent vraiment. Et pour les avoir vus en fonctionnant, c'est impressionnant. En plus, le texte est changeable. Là, donc ça énerve bien. Mais il y a, je crois, 46 caractères ou 50, enfin, il y a une cinquantaine de caractères. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Il faut le programmer avant. Donc c'est un système de CAM derrière où vous sélectionnez les lettres une par une. Et en fait, l'automate fait vraiment, comme dans le film Hugo Cabret, si vous l'avez vu, c'est le même geste, sauf que Hugo Cabret, après, il y a un mélange de vrai et faux dans Hugo Cabret, mais l'automate fonctionne partiellement. Mais en gros, voilà, on les voit vraiment prendre... c'est un automate compliqué, parce qu'il a une plume, il va mettre la plume dans l'encrier, donc il va vraiment charger l'encre, enfin la plume d'encre, il va revenir sur la feuille, il va écrire, il va recharger, il va réécrire, et il va finir sa phrase. Enfin, c'est magnifique, et ça, c'est que mécanique. Voilà, c'est des automates complexes. Et le dessinateur, c'est pareil, il dessine vraiment, et vous pouvez choisir 5 dessins différents. C'est top. C'est tout mécanique, et ça marche. Donc c'est aussi parce qu'il y a des automates comme ça, antérieurs en plus, qui fonctionnent, que du coup, en faire un faux, on se dit, oh là là, mais parce que quelque part, tout devient possible, donc on se dit, mais qu'est-ce qu'il est beau, cet automate. Voilà, donc c'est ça. Et après, les automates, vraiment, les vrais automates de Robert Houdin dans la sphère privée, c'est en général des automates beaucoup plus petits, comme la serinette que j'ai montrée, qui est une sorte de... en fait, c'est un oiseau chanteur. Donc le petit oiseau chante, et après, ça dépend des modèles, mais souvent, la jeune fille qui est à côté fait quelque chose avec la boîte, enfin, il y a... Les serinettes, c'est une catégorie d'automates très connue. Mais voilà. Et en fait, il y a plein de catégories d'automates magiciens. Vous avez aussi des automates vraiment qu'on appelle des automates magiciens, qui sont des petits magiciens et qui font des tours. Par exemple, des tours de gobelets. Mais c'est mécanique. Où on leur pose une question en mettant... en fait, les questions sont mises à l'écrit et insérées dans le... Ça fait un peu comme un ordinateur. On insère la question dans l'automate et il ressort la réponse. C'est mécanique. C'est un système de cam aussi, de trous, mais c'est génial. Donc, voilà. Mais ça, c'est trop petit pour être montré sur scène. Enfin, ces automates-là, je veux dire. Même la serinette, ça chante, mais bon, sur une salle où il y a 30 mètres de fond, on n'entend rien, quoi. Mais ça fonctionne vraiment. Donc c'était un mélange des deux. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai répondu ou pas ? Ok. Il y a au fond, là-bas. Je vais peut-être le dire sans micro. Finalement, dans chaque discipline, on peut se servir d'un certain nombre d'effets, des effets spéciaux au cinéma par exemple, pour raconter une histoire. On peut également se servir d'une histoire pour créer un effet, créer une surprise, un trouble, une émotion. Parce que finalement, ce qui fait la spécificité de la discipline magique, de la magie en tant que telle, c'est qu'il y a une proportion plus importante de tours, d'œuvres, enfin pour ça comme on veut, où justement l'objectif c'est de raconter une histoire, mais plus pour susciter un effet, alors que par exemple dans le cinéma on va plus se servir d'effets spéciaux pour servir une histoire, par exemple dans le cadre du cinéma de science-fiction. Parce que finalement la différence entre les deux se situerait pas justement dans l'intention et dans la façon dont on articule les deux. Alors, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. En fait, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'un tour de magie doit raconter une histoire, mais c'est justement pour revenir à l'interprétation, en fait. Mais ça, encore une fois, c'est assez personnel comme manière de voir les choses. Pour moi, un tour de magie, s'il raconte rien, en fait, ça sert à rien. Sauf que le but n'est pas de créer un effet, mais encore une fois, pour moi, vraiment, faire un tour, c'est créer une émotion derrière. Sauf que le moyen, c'est l'effet. Alors ça peut être la surprise, la peur, ce que vous voulez. En général, c'est plutôt la surprise. Mais c'est plus susciter une émotion positive. C'est mieux. Après, il y a des magiciens qui choisissent l'autre côté. Mais voilà, en fait, je suis d'accord avec vous sur le fait que l'histoire est importante, en fait. Donc pour moi, c'est pas forcément une différence. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, en fait, je pense que ce qui s'applique au cinéma, c'est la même chose pour la magie, encore une fois. L'effet n'est pas la finalité. Après, c'est vrai, vous avez raison quand vous dites que, par exemple, au cinéma, un effet spécial peut appuyer l'histoire. Je suis tout à fait d'accord. Mais quelque part, je trouve qu'en magie, un effet devrait faire la même chose. Normalement, ça devrait appuyer ce que vous avez envie de dire.
de créer. Donc quelque part, pour moi, c'est quand même pareil. Mais après, je comprends la distinction qu'on peut faire, mais je suis pas forcément d'accord. Je pense que vraiment le point final, c'est l'émotion, encore une fois. Enfin, ce que va ressentir le spectateur à la fin. Et effectivement, l'effet devient comme l'effet spécial au cinéma, finalement. C'est qu'un outil. Sauf qu'effectivement, beaucoup de magiciens s'arrêtent à juste l'effet. Oui, c'est dommage. Et comme une super production, des fois, il y a trop d'effets spéciaux et ça ne sert plus l'histoire. C'est pareil. Pour moi, c'est vraiment le même problème. Si on mettait trop d'effets spéciaux, voilà, on parlait de course-poursuite tout à l'heure, c'est très intéressant. Mais quand il y en a trop, le spectateur se lasse parce que finalement, il veut quand même voir l'histoire aboutir. C'est la même chose en fait. Donc il faut doser. C'est pour ça que c'est un art aussi. Il faut doser. Il n'y a pas de règle proprement écrite. Il faut doser. Je ne sais pas si ça répond à peu près. Eh bien, merci beaucoup, merci. Bon, de toute façon, on peut se croiser en haut. Hein.